En 95, c'était ça que je voyais avant de me connecter à Internet. Je me souviens du bruit de la porteuse lorsque le modem se connectait au fournisseur d'accès. Ça, c'est Netscape, le navigateur web de l'époque. J'allais sur le web, quitte à attendre au minimum 30 secondes pour télécharger une photo qui aujourd'hui serait instantanée. C'était nouveau, ça ne donnait pas envie de bâiller. Je passais des nuits entières à surfer sur la toile. 30 secondes. De nos jours, en 3 secondes, on en fait beaucoup plus. Le temps, c'est de l'argent, il fallait rapidement changer ça. Mais avant d'en arriver là, John Perry Barlow, parolier du groupe de rock psychédélique Grateful Dead, rédigea un courriel pour nous avertir. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Puis John s'adressa aux participants de ce forum de Davos en soutenant l'idée qu'aucun gouvernement ou qu'aucune autre forme de pouvoir ne pourrait s'imposer et s'approprier l'Internet. Alors nous avons cette tradition chez Facebook, dès que quelqu'un a une bonne idée, nous rachetons son entreprise afin de proposer des innovations et rendre ainsi le monde meilleur. Je crois que le projet Quitter Facebook est une véritable interrogation sur comment nous pouvons faire du profit. D'ailleurs, les marchés approuvent ce film car il met en évidence les interrogations des utilisateurs et c'est notre rôle de faire exactement ce qu'ils attendent. Enfin, je parle des investisseurs bien entendu. Eh bien, merci d'être venu à ce meeting. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez applaudir. Et n'oubliez pas, grâce à nous, les gens se connectent, s'aiment et peuvent communiquer en toute liberté. C'est pour ça que notre film propose gratuitement des applications Instagram, WhatsApp et bientôt tout ce qui concernera la monnaie virtuelle. Notre entreprise est le futur de l'humain. Voilà, là, c'est le matin, hein, je viens de me réveiller. Ça fait bientôt 9 mois hein, que j'ai commencé l'écriture, mais j'hésite. J'hésite en fait sur la manière dont je dois faire, c'est-à-dire comment je dois aborder ce sujet. Je sais pas, j'essaie de trouver l'inspiration. Dehors, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, en fait, c'est calme. J'ai l'impression que tout se passe. Ça se passe pas devant moi en fait, hein, que tout se passe devant les écrans hein, uniquement quoi. Là, il y a une chose par contre dont je suis sûr quoi, c'est le titre. Voilà, quitter Facebook donc Facebook, hein, c'est Facebook comme ça se prononce, hein, voilà c'est. Mais je mets un peu d'interrogation hein, en fait parce que c'est une question. Voilà. Quitter Facebook. L'équipe a décidé d'aller faire un micro-trottoir. On voit le réalisateur et un cadreur discuter du film. Selon le réalisateur, il s'agit de faire une comédie documentaire. Style risqué, certes, mais il n'est pas préférable de montrer de manière trop directe la manière dont les réseaux sociaux hypertrophient nos égos. Coup de chance, la première personne croisée est d'accord pour faire une interview, ou un interview, je sais jamais comment on dit. Par contre, elle souhaite que son visage soit flouté au montage. Pour la musique, c'est Gaël qui l'a composée, Gaël Orliac. Ça met un peu de tension et de suspense.
Il y a une utilisation qui est super narcissique déjà. Je pense que ça nous rend fous parce que ça nous rend encore plus narcissiques que ce qu'on l'est déjà. On voit des gens qui se rendent complètement fous de leur image et qui en arrivent à modifier leur apparence sur des selfies pour paraître plus beaux que dans la vraie vie. Donc on s'invente une vie en fait sur les réseaux sociaux. On s'invente une vie, on montre que les choses positives. On fait croire que c'est la vraie vie, on finit par croire que c'est notre vraie vie. Et je pense aussi qu'on est complètement en dehors du temps présent quand on est sur les réseaux sociaux. Quand on est en train de vivre quelque chose, on est déjà en train de sortir son téléphone pour pouvoir le communiquer aux autres. Donc finalement, notre existence n'a plus de sens si elle n'est pas communiquée à des personnes que l'on connaît ou pas. Et donc on oublie de regarder un coucher de soleil correctement parce qu'il va falloir mettre un hashtag Golden Hour, il va falloir qu'on ne va plus être capable de se regarder dans le miroir correctement parce que si on se trouve belle, on va prendre un selfie, on va mettre hashtag no filter et finalement la vraie vie on l'oublie et on n'arrive pas à parler correctement aux gens. Moi je l'ai vu dans la rue, on ne se regarde plus. On ne se regarde plus dans les yeux, on n'est plus capable. Donc je suis très critique, moi j'ai quitté tous les réseaux sociaux le 1er janvier. Le 1er janvier, en fait, c'est l'occasion de prendre des résolutions et c'est bien trouvé. Certains font cela pour le tabac ou pour maigrir. Et puis on peut constater qu'elle a l'air heureuse. Le soir même, j'ai monté cette séquence, puis je l'ai mis sur YouTube de façon non répertoriée pour pouvoir lui envoyer un lien privé par SMS. J'ai intitulé la séquence « Vidéo top secret FBI ». C'est de l'humour, en fait, j'étais assez joyeux de ce premier résultat. Quelques heures après, elle m'a répondu par SMS. Elle était mal à l'aise, croyant que je faisais une web-série. Elle a été sympa quand même, car elle ne m'a pas demandé de retirer cette vidéo provisoire, mais elle a précisé ne pas vouloir participer aux prochains épisodes. Le lendemain, le réalisateur et le cadreur profitent d'une météo radieuse pour tourner la suite des séquences. On les voit ici utiliser des émojis, tels que le pouce ou les mains croisées. Pour votre information, emoji est un terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes utilisés dans les messages électroniques. Encore beaucoup de chance pour cette deuxième journée de tournage. Notre première rencontre est un groupe de 5 jeunes femmes, toutes attablées à un bar, dont certaines semblent très occupées à consulter leur téléphone portable et qui pourraient être nomophobes. Qu'est la nomophobie? Vous le saurez après cette page de pub. Ça va faire partie intégrante de nos vies, donc on ne peut pas le monétiser de cette façon, enfin de façon individuelle en fait. Déjà quand on voit qu'il faut payer YouTube, je pense qu'il y a très peu de gens qui payent YouTube, c'est un truc qui nous paraît tellement gratuit et acquis. Enfin, quand c'est arrivé, c'était vraiment la libération de la musique. On a accès à tout le temps, partout. Donc le payer en fait ça devient, en fait c'est comme si tu faisais payer l'eau du robinet quoi, ou alors je sais pas, c'est un truc de libre d'accès. Donc moi j'ai pas eu mon enfance, je prends la collection des gens qui sont habillés d'une seule couleur. Ouais, vas-y. Tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire justement? Je fais la collection des gens qui sont habillés que d'une couleur. Du coup, je les prends en photo quand j'en vois. Je trouve ça hyper cool. C'est hyper ludique en fait. T'es à la chasse, t'es toujours un peu à l'affût et ça rend genre les balades en jeu quoi. Donc il y a un côté artistique à tout ça. Tu te sens artiste? Je sais pas, je fais des études pour, mais je me considère pas encore comme quoi. J'espère qu'un jour oui. Ça dépend de ce que tu fais quoi. C'est-à-dire que si tu Attendez. Si je sais plus où j'en étais. Non, mais si tu utilises bien tes réseaux sociaux, tu peux trouver quelque chose, tu peux trouver des choses intéressantes, hein, en vrai. C'est juste que quand vous m'avez dit payer pour Instagram, moi je ne paierai pas pour Instagram. Et puis si ça peut me permettre de moins y aller, c'est cool quoi. Après, si c'est un autre truc comme une bibliothèque d'art et c'est présenté différemment qu'Instagram, pourquoi pas, mais je pense pas non plus payer. En fait, on est trop habitué à ce que ce soit gratuit pour pouvoir payer. Hein. C'est pas possible.
Après, je me suis posé la question d'aller voir un vrai drogué, en fait, un consommateur, quoi, pour demander ce qu'il pensait de Facebook, si c'était une drogue ou pas. Et sinon, à part ça, voilà, quoi. Moi, sinon, je tourne en rond tous les jours. Après, la journée, je suis dehors, je fais rien. Tous les jours, c'est rebelote. La journée, je vais à la gare, je zone, j'écoute la musique, je traîne à la rue. Alors, les gens, je les calcule, mais vite fait, ça dépend c'est qui. Des fois, je peux croiser des gens que je connais. Ou si c'est des gens que je connais, ça peut à peu près aller. Mais si je ne les connais pas, c'est pas. Après, je les calcule pas. Je les calcule pas plus que ça, et voilà. Au niveau de ta conso de produits, ça va, c'est stabilisé ou tu consommes je suis consommateur. Après, ça serait bien que j'arrête. Enfin, aujourd'hui, des fois, je pense à arrêter en fait, parce que j'ai tellement consommé que ça ne sert plus à rien. En fait, je trouve que ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Et donc du coup, je sais pas, faut voir. Mais sinon après, ouais, sinon non, sinon ouais, chacun ses trucs. Après moi, ce qui peut rendre addict, c'est rester bloqué sur l'ordinateur à parler avec ses collègues, faire que parler. Il n'y a que ça en fait. Ou sinon jouer au jeu, être geek, à faire que jouer au jeu. La seule addiction qu'il y a à Facebook, pour moi, c'est ça. Moi, quand j'allais sur Facebook, c'était les jeux, et parler avec les collègues et tout, c'était ça. Et le fait que les gens se montrent et tout, tu vois qu'ils envoient. Ouais, voilà, ouais, après, il y a ça aussi, mais ça dépend. Selon la tradition d'anonymat personnel au niveau des médias, les visages des Facebookers anonymes n'apparaissent pas dans cette production. Les acteurs professionnels personnifient les membres des Facebookers anonymes. Je n'avais rien dit au bureau. C'était trop important pour moi. Et que signifiait être sobre pendant un an pour quelqu'un qui n'est pas passé par là de toute façon? Chez les utilisateurs de Facebook anonymes, on appelle ça un anniversaire. Ce soir, ce sera mon premier anniversaire chez les utilisateurs de Facebook anonymes. Alors, j'aime pas le gâteau, mais je ferai comme si c'était le soir le plus important de ma vie. Ça l'est peut-être après tout, mais on peut dire que je reviens de loin. Moi aussi, je revenais. Ah. Mais non, putain, attends, l'écho de merde. Là. Moi aussi, Merde. Moi aussi, je revenais de loin. J'avais réussi à quitter Facebook pendant 3 mois, puis je suis revenu prétextant que je voulais lancer un appel à témoignage pour faire ce film. Il est 3h du matin, j'ai des insomnies, je n'ai toujours pas envie de voir des gens ni de sortir. Pourtant, je sais que faire du sport et me socialiser est la meilleure, enfin là où je sais jamais comment on dit, là où le meilleur antidote. Enfin bref, pour gérer mes problèmes d'addiction. Heureusement, grâce à mes contacts sur Facebook, lorsque je suis revenu, eh bien, je suis arrivé à faire une série d'interviews. D'ailleurs, voici celui de Sophie qui à l'époque travaillait dans une start-up. Je crois que cette entreprise n'a pas réellement marché puisque l'idée était de faire de la thérapie à distance. Enfin, je crois. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être un peu plus sur cette, ce côté professionnel qui apparemment a l'air d'être un projet qui vous intéresse? Effectivement, donc au niveau professionnel, Clinique, c'est un service de téléconsultation pour l'Afrique francophone avec des praticiens français, ce qui fait que pour faire connaître notre start-up, on a utilisé notamment les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. afin de promouvoir notre application. Et d'après vous, Facebook deviendrait-il aussi dangereux pour les relations sociales et humaines que l'alcool, les drogues ou les jeux d'argent? Faire le parallèle me paraît un peu compliqué, notamment au niveau psychique, mais je pense que tant qu'il n'y aura pas d'éducation à la communication sur les réseaux sociaux, à l'information des dangers liés aux réseaux sociaux, il y a un risque, oui, pour que Facebook soit aussi dangereux que les jeux d'argent, etc. Les réseaux sociaux, jamais avant l'âge de 13 ans. Voilà. Donc pourquoi? Les réseaux sociaux créent une boucle addictive. Pourquoi? Les enfants et les adolescents ont un besoin de reconnaissance sociale beaucoup plus fort que les adultes. Donc ils ont besoin d'adhérer et
d'être inclus dans un groupe pour exister, car leur personnalité n'est pas encore construite, et donc ils sont en mode imitation, et ils ont besoin du coup de l'approbation de l'autre. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Ils se lèvent le matin, ils essayent de voir s'ils ont eu un like sur leur dernier post Instagram ou leur dernière danse sur TikTok. Ça crée une boucle de satisfaction dans le cerveau qui crée de la dopamine, donc voilà, et la dopamine induit de l'addiction. Donc non, c'est pas fait pour un cerveau en construction, mais ça existe. Ils y vont pour trouver des modèles, pour essayer d'appartenir à un groupe sociétal en fait, et par imitation, ils veulent imiter. Et comme ils se regroupent en fait ensuite au sein du collège ou du lycée autour de centres d'intérêt communs, Instagram leur permet aussi d'aller liker et d'échanger finalement ensuite dans le monde physique le matin. Ah bah t'as vu, telle influenceuse a mis tel rouge à lèvres, j'ai envie d'aller l'acheter, tu viens, on ira samedi, on ira le tester. Ils sont jeunes, ont arrêté l'école, préférant rejoindre le trafic de stupéfiants de leur cité pour faire comme les grands frères. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer la vitesse supérieure en cambriolant la bijouterie du centre-ville. Tu verras, on fait ce dernier coup, puis on se tire en Espagne. À nous la plage les femmes, ce sera la belle vie. Ils viennent de faire leur braquage. Les employés ont prévenu la police qui arrive sur les lieux du cambriolage en l'espace de 5 minutes. Ils seront jugés et mis en prison. Marc est dans sa chambre d'étudiant cet après-midi. Il a fait une partie de tennis avec son ami Eduardo. Il est serein. Il sait qu'il ne risque rien. Il vient d'hacker le serveur de son université, une des plus prestigieuses, Harvard. Son projet, dérober les photos de tous les élèves et faire un album photo. Quelques années plus tard, à 23 ans, il détiendra le titre du plus jeune milliardaire de la planète. Et ce qu'a réussi Facebook, c'est un tour de passe-passe phénoménal, c'est de rendre ça fun, c'est de rendre ça drôle, c'est de rendre ça finalement acceptable socialement. Et les gens ont accepté de jouer le jeu, de faire tomber les barrières de la vie privée. Ce que moi je n'ai pas fait parce que j'ai bien compris qu'il y avait là un loup très rapidement et j'ai utilisé Facebook très vite uniquement pour des raisons professionnelles. J'ai eu les premières alertes quand il y a eu toutes ces histoires de gens qui se faisaient virer de leur job parce qu'ils avaient partagé des photos arrosées de soirées ou etc. et où les employés disaient non mais ça fait tâche, on a fait une recherche sur ton nom donc on est tombé sur ça. Donc on se rend et très vite certaines personnes se sont rendues compte qu'il fallait surtout pas utiliser Facebook pour la promesse de Facebook, c'est-à-dire faire des communautés, faire en sorte que le monde soit plus petit, enfin tout ça c'est du bullshit, c'est vraiment un discours formaté de Mark Zuckerberg, mais dès 2008, 2009, voilà, toutes les alertes rouges étaient allumées et au lieu de contrecarrer cet enclos numérique, de faire en sorte qu'il périclite rapidement comme MySpace ou comme d'autres, c'est là où Mark Zuckerberg a été très malin, il a très vite compris qu'il fallait qu'il se réinvente chaque année. Que ce soit au début de la vie du réseau social où on voyait beaucoup de jeux en ligne, que ce soit au milieu de la vie du réseau social où on collectait des photos, on se partageait des groupes, des vidéos, et aujourd'hui où on voit les nouveaux services de petites annonces, de workplace, tout est fait pour que vous restiez, que vous passiez du temps sur le réseau social. Et clairement, Étienne Moujotte le disait sur TF1 il y a fort longtemps, je vends du temps de cerveau disponible. Facebook s'est très largement inspiré du modèle de la télévision et c'est pour ça que moi quand j'en parle comme un média et pas comme une plateforme de data. Pour la première fois de l'histoire, il a plus été dépensé d'argent sur Facebook qu'à la télévision dans le monde. Il faut imaginer, c'est une révolution absolue. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est connectée à ce réseau est une cible potentielle, est un acheteur, est un produit. Et quand on met bout à bout tous ces gens-là, on arrive à une communauté de plusieurs milliards de personnes. C'est pas tout à fait gratuit. C'est-à-dire que derrière, ça veut dire qu'en utilisant ça, vous allez apporter un certain nombre d'éléments à cette plateforme. Et cette plateforme-là, ces éléments, elle va pouvoir les monétiser. Que ce soit sous forme de base de données, que ce soit sous forme de... Je vais reprendre les termes de la télévision, mais en termes de cerveau disponible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes là, eh ben, on peut vous présenter un certain nombre de choses qui, elles, ne sont pas du tout gratuites, qui sont payantes pour Facebook. Donc, je parle des liens sponsorisés, de la publicité, des annonces, etc. Donc, pour moi, si c'est gratuit, ça vous permet d'y aller, d'être très nombreux à y aller. Et au final, cette masse de monde devienne le produit, c'est-à-dire que leurs données peuvent être monétisées. Donc, en fait, toi, en tant qu'utilisateur de base, tu ne vas pas débourser un centime, mais à l'arrivée, il y a quelqu'un qui a payé. Parce que s'il y a la publicité,
le mec qui a fait la publicité va reporter le coût de cette publicité sur son produit. Mais si vous achetez le produit, c'est vous qui l'avez payé. Il n'y a pas de gratuité. L'Internet gratuit, ça n'existe pas. Ça coûte à quelqu'un. Si ce n'est pas vous qui payez, c'est que c'est un autre. En effet, on ne va pas le payer au sens financier du terme, mais en tout cas, il y a une autre monnaie d'échange. C'est-à-dire que lorsque l'on octroie la possibilité à un prestataire de service d'avoir accès à des données qui sont les nôtres, en l'occurrence ce sont nos données personnelles, eh bien l'échange, la plateforme d'échange, elle est sur ce point-là. C'est une vieille espèce de troc, hein. C'est-à-dire que je ne peux pas vous payer, ou alors votre service n'est pas suffisamment intéressant pour qu'il soit payant. Eh bien en échange, si vous voulez y accéder, vous allez me donner autre chose. Le chiffre que je vais vous donner, c'est le chiffre d'affaires de 2020. 87 milliards de dollars. Sur ces 87 milliards de dollars, Facebook a réalisé 84 milliards de dollars en recettes publicitaires. Et il faut se rendre compte que ça a eu qu'il a été le résultat d'une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Pour obtenir autant de recettes publicitaires, il faut forcément que cette base de données soit excessivement renseignée. Je vous donne un exemple pendant les confinements. Si on n'avait pas eu la possibilité de diffuser sur Facebook des lives, on aurait perdu peut-être le contact entre nous. Le fait de pouvoir animer des débats, on se met en Zoom, on met sur notre page Facebook, tout cela fait que ça nous a rendu un service extraordinaire. Donc c'est pour ça que tout n'est pas mauvais, bien au contraire. Je suis persuadée qu'il y a de très bonnes choses à tirer. C'est juste, vous savez, quand quelque chose est nouveau, on ne va pas l'accompagner. Vous savez, au début, quand on a la presse, comment est née la presse? Elle est née d'abord. Si vous prenez pendant la Résistance, par exemple, la presse elle était hors la loi quand elle publiait contre les occupants. Mais il faut bien avancer. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé à la Libération? Les journaux, et la Marseillaise est bien placée pour le savoir, ces journaux ont été créés avec des lois et encadrés. Les principes de la liberté de la presse, 1881. Donc on en est toujours là. Peut-être que ça avance, mais aujourd'hui, il faut recadrer les choses. Cela me semble primordial. Et les progrès qui ont été faits sont loin d'être suffisants. Au fond, on ne parle pas des contentieux liés à la haine, des délits de presse. C'est déjà jugé, on sait faire. Aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est les données personnelles, leur conservation, c'est leur marchandisation. Ça a déjà été fait. Facebook a déjà été condamné. Il a pris une amende de 150 000 € pour une mauvaise gestion et surtout une revente à l'insu des gens connectés de leurs données personnelles. 150 000 € pour une entreprise qui fait 20 milliards de bénéfices par an. Ça rime à quoi? Aujourd'hui, si vous me le permettez, il faut réfléchir sur des juridictions adaptées. Facebook doit financer des juridictions paritaires qui allient à parité des usagers de Facebook, des représentants de Facebook, avec un magistrat qui siège. Quelle garantie d'indépendance vous pourriez avoir d'une entreprise qui serait elle-même juge de ses propres actes? C'est inadmissible. Les États doivent prendre leurs responsabilités en formant les populations, en réfléchissant avec le réseau à des alternatives et à créer des institutions indépendantes, et la population doit être formée. Que les usagers de l'information aient un rôle actif vis-à-vis de cette information, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement un réceptacle de ce qui peut leur être envoyé, mais qu'ils aient aussi un sens critique aiguisé et la capacité eux-mêmes, même s'ils ne sont pas des journalistes, de détecter les invraisemblances, de repérer les fausses sources et donc d'y voir plus clair. Mais là aussi, c'est un grand chantier et ça nécessite sans doute une forme d'éducation du public qui pourrait démarrer dès le plus jeune âge. Nous, à la Marseillaise, on intervient notamment sur des enfants dans des classes avec l'idée de former leur sens critique, d'aiguiser leur regard et de leur donner des clés pour avoir une compréhension des enjeux et de l'information en général.